qui était l'apanage des peuples nomades et de plus en plus investi par les non-initiés ou sédentaires au Sénégal. Mus par leur passion, les éleveurs entreprennent des initiatives pour une meilleure amélioration de leurs activités. L'élevage des moutons de race attire de plus en plus l'attention au pays de la Teranga et devient chaque jour qui passe un échappatoire face à un mode de vie sédentaire. Ma passion de l'élevage est née en visitant des bergeries comme la mienne, que j'ai affecté avec un ami qui s'appelle Omar Sissé, au passage que je salue. C'est un ancien éleveur qui m'a vraiment fait faire le tour des bergeries de Dakar, et de là est partie cette passion. Ma passion de l'élevage, je peux dire que je l'ai hérité de ma mère, de ma chère maman, qui s'adonnait à l'élevage. Donc nous, depuis qu'on était gamin, on s'occupait de l'alimentation, de la gestion des bêtes. Et tous les dimanches, comme il n'y avait pas d'école, on s'occupait à nettoyer les enclos, à laver les bêtes, jusqu'à ce qu'on ait grandi et qu'on ait commencé à avoir nos premiers revenus qu'on a consacrés aux moutons. Et depuis 1999, on a créé la bergerie Galoya et c'est comme ça que ça continue jusqu'à présent. Au début, ça vient de mon papa. Je l'ai trouvé étant éleveur. Il m'a éduqué dans ce milieu. À un moment donné, après, quand j'ai pu, à l'âge, quand je suis devenu majeur, et quand j'ai travaillé, j'ai eu la passion qui m'est revenue. Et là, je chercher mes moutons, commencer à faire de l'élevage. Mais ça vient de mon papa. Je suis né dans le milieu. Je suis né enfant d'éleveur. Mon père était déjà éleveur. Donc avant mon père, c'était ma grand-mère, ici à Saint-Louis. Et donc c'est en 2012 que j'ai relancé la bergerie de mon papa. Donc une fois que lui aussi, il a eu à faire plusieurs années d'élevage. Donc étant vieux, donc moi-même j'ai repris la bergerie. Et on peut dire que c'est un héritage familial en fait. Voilà. L'élevage est un secteur d'activité qui est encore sous-exploité et sous-développé, en tout cas pour les pays que nous sommes des pays en voie de développement. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il nous reste beaucoup de marge de développement au niveau de l'élevage. Donc tant au niveau de la conduite d'élevage, parce qu'il y a ce qu'on appelle des habitudes séculaires, comme la transhumance, qui ne cadre plus aujourd'hui avec le développement de la population. Il y a aussi des avancées au niveau génétique, amélioration génétique, mais surtout la création de beaucoup plus de fermes à vocation d'élevage, de manière à répondre à la demande en protéines issues que des animaux pour la consommation. Donc ceci dit, il y a encore beaucoup de possibilités de développement, et qui dit possibilité de développement dit forcément besoin en main-d'œuvre et en ressources humaines. Donc c'est un secteur d'activité qui est en développement, qui n'a pas encore atteint sa vitesse de croissance et de croisière, et ce qui fait que, chemin faisant, naturellement, on peut espérer que c'est un secteur qui va emmagasiner beaucoup de ressources humaines. C'est tout à fait naturel qu'on ait besoin de main-d'œuvre, que l'on puisse vraiment essayer de travailler. Essayer, c'est obligatoire, c'est forcé de travailler. Bon, pour ma part, dans ma bergerie, moi j'emploie 2 personnes. Et je pense que si je suis le plus, en termes d'emploi vraiment que je crée dans ma bergerie, je suis loin derrière. C'est un secteur vraiment qui est en plein essor et qui peut vraiment générer beaucoup d'emplois si c'est bien fait. Si c'est bien fait. Ouais. Tout dépendra de l'organisation du milieu. Donc il faut des ressources humaines, financières, avoir de l'espace, un environnement et faire une bonne sélection de ta bergerie, du cheptel, et maintenant avoir de la patience.
l'espoir, de la patience. Et là, ça peut créer des emplois parce que il y a des exemples dans ce pays aujourd'hui, à nos jours, on crée des emplois. Moi, déjà, je dis, je suis à presque une dizaine, 3, 4 personnes fixes. Et les 6, c'est des gens qui, quand j'ai besoin pour l'entretien de la bergerie, je fais appel à eux, je les paye. Donc tout ça, c'est un personnel qui dépend de moi. Bon, bien qu'on ne les a pas embauchés, mais ils reçoivent le salaire à la fin du mois. Ce qui fait que donc, c'est un emploi, même si c'est un emploi fictif ou bien temporaire, c'est un emploi. Il faut des politiques d'accompagnement, et en même temps pour l'insertion, mais aussi pour l'installation, à avoir un capital, pour vraiment avoir du cheptel et à produire. Donc sur ce secteur-là, il y a encore beaucoup de choses à faire et je pense que dans les années à venir, beaucoup de jeunes, surtout qu'actuellement on constate qu'il y a beaucoup de vocations au niveau des jeunes. Donc je pense que prochainement, durant les prochaines années, les filières d'élevage vont encore recevoir beaucoup plus de candidats. Voilà. Si je pars le cas particulier de l'élevage des moutons de case que nous on fait, donc l'élevage de ladoum, aujourd'hui, cet élevage-là a été à l'origine de la création donc, de nouveaux types d'emplois. Aujourd'hui, il y a des éleveurs ou bien des personnes tierces qui sont spécialisées dans le transport de nos sujets pour aller au niveau des cabinets, pour aller au niveau, pour si on les vend, pour la livraison et tout. Et aujourd'hui, dans ce secteur-là, on manquait beaucoup donc, de cette logistique-là pour transporter des sujets dans des situations adéquates. Donc c'est des créations d'emplois. D'autant plus aussi, il y a beaucoup qui ont mis en place donc, des petits matériels, du petit matériel comme je peux dire, donc des colliers, des petits accessoires qui aujourd'hui, sans l'élevage, n'existent pas. Avec des mensurations hors normes et une croissance à cycle court, le ladoum défie les records de l'élevage mondial. Il devient de plus en plus populaire et serait à l'origine de certains débats, tels que l'atteinte de l'autosuffisance en viande, qui n'est plus un idéal, mais un objectif à porter. Le ladoum est un facteur d'atteinte à l'autosuffisance en matière de viande, dans la mesure où le ladoum est de la semence. On a fini de créer le ladoum, qui est un spécimen hors norme, qui peut aller jusqu'à plus de 150 kg de viande. Donc cette semence-là, on doit la disséminer à l'intérieur du pays. Donc on doit croiser le ladoum aux races existantes, locales, telles que le pelpel, le dialonké ou le touaber, dont l'agneau ne peut pas dépasser 10 kg de carcasse. Donc ces sujets-là, une fois qu'on les croise avec le ladoum, on voit la quantité de viande augmenter avec le métis qu'ils auront produit. De ce fait, il y a une nette augmentation de la quantité de viande produite avec ce qu'on appelle l'amélioration génétique de ces races-là, issues du croisement entre le ladoum et le pelpel, ou le ladoum et le dialonké, ou le ladoum et le touaber. Il reste à créer le passerelle entre l'amélioration et la production intensive. Voilà. Aujourd'hui, nous faisons de l'amélioration génétique. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore de cadre pour franchir de l'amélioration à l'intensification, à la production. Comme je dis tantôt, il y a des pratiques séculaires, notamment la transhumance, qui n'est plus adaptée. Donc aujourd'hui, si je vous donne un mouton amélioré, il faut déjà le mettre dans les conditions optimales de production. Vous ne pouvez pas avoir un géniteur amélioré, n'est-ce pas, et l'intégrer dans un troupeau qui sillonne comme les forêts. C'est pas possible. Voilà. Donc déjà, pour qu'il y ait une amélioration, il faut déjà changer les conduites et les habitudes d'élevage. Et ça, c'est le plus grand problème, parce qu'aujourd'hui, c'est un héritage culturel qu'il faut transformer et dans lequel il faut arriver à convaincre les éleveurs, surtout nos parents peuls, n'est-ce pas, à faire de la stabulation.
Donc ça, c'est le principal problème pour que le ladoum puisse arriver à créer de l'autosuffisance en termes de viande. L'élevage de ladoum est un élevage d'ornement et de compétition. Mais en parallèle, elle peut servir à l'autosuffisance en viande ici au Sénégal, dans la mesure où nous avons la possibilité dans nos bergeries d'avoir de bons géniteurs. Et les géniteurs que nous avons, la production est plus forte que la demande. Et à ce titre, je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose avec les autres races, les races touabères qui sont au Sénégal, et avoir des sujets issus de croisement de ces races pour s'en servir pour améliorer vraiment le cheptel local. Moi, j'y crois fermement parce que d'autant plus qu'aujourd'hui, le mouton fait partie donc, des espèces à cycle court. Donc, quand on dit une espèce à cycle court, donc ça veut dire que la croissance est assez rapide. Et aujourd'hui, on peut facilement valoriser cet élevage-là donc en viande qu'on va après ultérieurement consommer. Donc, c'est une espèce à cycle court, donc qui au bout de la gestation elle est courte, au bout de 5 mois, donc on peut avoir déjà donc, des petits. Comment elle peut, surtout l'élevage-là, donc contribuer à la production de la viande ovine? Parce que la vitesse de croissance des ladoum quand même est très très importante. Parce que moi j'ai eu quand même un peu à suivre cette vitesse de croissance-là, ne serait-ce que dans mon élevage, bien que je ne peux pas dire que c'est des données qui sont scientifiques ou bien représentatives, mais j'ai une vitesse de croissance de 1 à 2 semaines, donc une vitesse de croissance de l'ordre de 2-3 kg par semaine. Et aujourd'hui, il nous est facile d'avoir un agneau autour de 40 à 50 kg au bout de 3 mois pour la race ladoum. Et aujourd'hui, ça c'est quelque chose de quand même très très important, très intéressant. Et si aujourd'hui on a l'opportunité de pouvoir transmettre cette vitesse de croissance à notre cheptel local, et en le mettant dans certaines conditions, on pourrait contribuer à augmenter le gabarit déjà des moutons, mais aussi augmenter le rendement carcasse-viande. Et c'est ce qui est vraiment très intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal l'a compris à travers le programme des géniteurs qu'il met de temps en temps, qu'il va commencer à mettre en place. Et on espère qu'avec ce programme-là, quand même, on aura des échantillons représentatifs pour pouvoir quantifier. Et de plus en plus aussi, des éleveurs ont commencé à peser, à prendre un peu les différents poids à différents âges, pour avoir une certaine vitesse, apprécier la vitesse de croissance des sujets. Parce qu'aujourd'hui, quand même, on est arrivé à un niveau où on a une vitesse de croissance, on a des poids adultes qui, sur les femelles adultes, peuvent tourner autour de 85 à 100 kg. Les mâles, aujourd'hui, on est en moyenne autour de 115, 120, 130 en moyenne, avec des extrémités du dernier concours qu'on a eu, des exceptions qui vont jusqu'à 150 kg. Et ça, c'est des choses quand même qui sont non négligeables et qui serait intéressant de pouvoir bénéficier de cela, donc en faire bénéficier à tout le cheptel national pour un peu améliorer le rendement. Aujourd'hui, dans le programme du Directoire national des femmes en élevage, nous avons l'amélioration de la race locale avec le croisement des races ovines assez importantes comme le ladoum, comme le balbali, comme le toulaber. C'est à partir de ces sujets-là que nous sommes en train de faire des croisements avec les bergeries des femmes dans les localités, dans les communes, afin qu'on puisse avoir une bonne production de bonne qualité, puisque nous sommes des femmes en élevage qui s'activent dans la sécurité alimentaire en viande, mais surtout nous contribuons à l'opération Tabaski au Sénégal, puisque vous savez que le Sénégal, chaque année, importe des sujets dans les pays voisins. Et nous avons décidé, avec nos enfants qui ont tendance à aller à l'immigration clandestine, de mettre en place des bergeries pour l'amélioration de la race afin qu'ils puissent être des entrepreneurs pastoraux au niveau des communes du Sénégal. De Saint-Louis à Dakar, en passant par Kaolack et Thiès,
le secteur de l'élevage s'améliore, se structure et réussit à susciter l'engouement de la jeunesse sénégalaise. L'aliment de mouton coûte cher, c'est vrai, parce que le sac d'aliments varie entre, on va dire, 7500, 8000 et ça peut monter jusqu'à 9500, 10 000 en fonction des marques et des produits. Bon. Mais il est vrai qu'à ce niveau-là, je pense que les provendiers, effectivement, on a assisté sur ces 5-6 dernières années à une présence de plus en plus d'entreprises, n'est-ce pas, qui fabriquent de l'aliment de bétail. Hein. Et je pense que cette concurrence-là, nécessairement, va participer à créer un prix concurrentiel et également une offre de plus en plus intéressante côté prix. Mais ceci dit, ça ne résout pas ce problème-là. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, le budget alimentation coûte cher. Bon, au niveau des ladoum, on peut dire que ce budget-là est très important parce que ce sont des moutons à fort potentiel et qui ont des besoins de couverture énergétique très très forts. Donc, ce qui fait que, bon, côté alimentation, on est obligé de faire très attention à ce qu'on donne aux bêtes et ça peut impacter forcément la trésorerie. L'aliment, elle coûte cher pour nous, éleveurs de ladoum, mais aussi pour presque tous les éleveurs en quelque sorte. Aujourd'hui, pour nous, éleveurs de ladoum, l'aliment coûte cher parce que déjà, nous, on est contraints. Les sujets sont exploités à domicile. Donc, tous les intrants, parce que si c'est à domicile, aujourd'hui, il y a des intrants qui sont pris en compte et qui ne sont pas forcément pris en compte si le mouton est en situation extensive. Déjà aujourd'hui, si on en prend la décision d'élever les sujets à domicile, c'est que les litières doivent être changées de manière très très fréquente pour éviter donc la nuisance olfactive avec les voisins. Ça a un coût. Parce qu'il faut acheter cette litière-là et il faut aussi payer pour que cette litière-là soit amenée dans les champs. Donc ça, c'est un coût supplémentaire. En fait, c'est ce que je disais tout tantôt. Il faut que les éleveurs aient l'habitude de cultiver. Même si nos bergeries sont quand même assez restreintes pour pouvoir y cultiver les fourrages, on doit quand même aller dans les zones où il y a beaucoup d'eau, comme la zone des Niayes ou la vallée. On doit aller là-bas, même si c'est en GIE ou en coopérative, on doit aller là-bas et cultiver nous-mêmes ce qu'on utilise, ce qu'on alimente. Je pense que c'est ça la voie du salut. Tant que les éleveurs ne cultivent pas les aliments du mouton, ça ne va pas marcher. Il faut qu'on commence à s'adonner aux cultures fourragères. C'est ça, pour moi, c'est ça le salut. Pour mon cas, depuis 5 ans, je suis en train de faire pour la consommation de mes moutons, je fais des sélections de céréales que j'ai dans mon pays au niveau national. Et je fais ma propre production. Et des 2/3, je suis fabricant de cette consommation. Mais ma base d'alimentation, c'est la paille. C'est pourquoi je consomme moins de pâtes. Donc tout ce qui est minuterie, la consommation, les aliments des minuteries, j'en consomme moins. Moi, la cherté, je dis que quand même pour nous, éleveurs de moutons de case, éleveurs de ladoum, elle est plus ou moins relative. D'autant plus qu'aujourd'hui aussi, les moutons ladoum, ce n'est pas les moutons qui sont donnés. Donc aujourd'hui, ces moutons-là ont besoin d'un apport, d'un soutien de taille
au niveau de l'environnement, de tout ce qui est facteur environnemental, que ce soit l'aliment, la condition et tout, et surtout l'aliment, ils ont besoin quand même d'un aliment de haute valeur pour pouvoir rendre ce qui est à leur niveau en termes de gènes, donc de l'exprimer. Et ça nécessite quand même d'avoir un aliment de qualité. Et cet aliment de qualité-là, bon, les gens, ils les ont ici, bien qu'aujourd'hui, moi je me dis toujours qu'on est en train d'évoluer en termes de progression génétique et que l'aliment aujourd'hui c'est le même aliment. Donc est-ce que ça n'aurait pas été mieux d'avoir un aliment pour les petits qui sont en croissance, dont le principal contrainte c'est la croissance, l'aliment pour les gestantes, l'aliment pour l'engraissement, l'aliment pour... Voilà. Et aujourd'hui, en principe, on devait avoir ce marché-là parce qu'on est arrivé à un niveau d'amélioration où il faut pouvoir soutenir chaque phase de cette croissance pour potentialiser au maximum donc, le potentiel génétique des sujets qu'on élève. Voilà. Donc, mais je pense que, comme j'ai toujours dit, comme nos amis européens, etc., en Europe ou bien dans d'autres pays du monde, l'alimentation est subventionnée à une certaine hauteur. De la même manière qu'il y a une subvention alimentaire au niveau des gros troupeaux, n'est-ce pas? Je pense qu'il est temps que le ministère fasse une subvention au niveau des éleveurs LADOM qui font de l'amélioration génétique. Voilà. Donc, parce que bon, chaque année, l'État a un quota qu'il donne en titre de subvention ou bien un quota qu'il donne aux éleveurs qui sont un peu partout dans le pays. Et l'État subventionne une partie du sac d'aliments. Je pense que ce serait bien que l'État fasse la même chose pour nous les éleveurs qui faisons de l'amélioration génétique. Voilà. Aujourd'hui, l'élevage sénégalais détient un joyau, une race qui mérite d'être exposée au monde entier, mais encore faudrait-il qu'elle fasse l'objet de plusieurs études scientifiques pour arriver à une standardisation. Bon, par rapport à la standardisation, aujourd'hui il y a un projet belge donc, qui était installé, je pense qu'il y a 1 an, 2 ans, donc qui travaille sur la standardisation, mais pas sur le LADOM, mais sur toutes les races, hein, standardisation et tout. Bon, maintenant nous au niveau de notre association aussi, au niveau de l'ADAM, donc on travaille aussi pour un peu essayer aussi de dire nous ce qu'on veut qu'on standardise, parce que dans un processus de standardisation, dans un processus de création d'une race, il faut une collaboration tripartite. Il faut que l'État soit impliqué, il faut que les éleveurs soient impliqués, il faut que les scientifiques soient impliqués. Maintenant, l'éleveur, donc c'est lui qui, le moteur, qui doit dire que moi, c'est ça que je veux, c'est ça qui est mon idéal de mouton. Maintenant, le scientifique, à travers l'idéal de mouton, va réfléchir sur les voies et moyens pour pouvoir faire une étude qualitative et quantitative de ce prototype de mouton pour un peu définir de manière scientifique donc cette race-là. Maintenant, une fois cette race définie, il faut l'identifier et au niveau de l'identification, il faut une structure neutre. Donc l'État intervient pour garantir le travail de l'État et le travail de l'éleveur, et c'est l'État qui va centraliser donc, le processus d'identification pour dire que ce mouton répond aux critères du LADOM, on va l'identifier. Ce mouton ne répond pas aux critères du LADOM, on ne va pas l'identifier. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui est enclenché, parce que je puisse dire qu'aujourd'hui, nous travaillons avec l'école vétérinaire de Dakar, nous travaillons avec le ministère, et nous sommes une association. La FENAFO, la Fédération nationale des acteurs de la filière ovine que je dirige, a mis en place un comité composé uniquement de scientifiques qui représentent, dans ce comité, toutes les associations sont représentées, l'État également y est représenté. Il y a des chercheurs de l'université Gaston Berger et des chercheurs privés qu'on a cooptés
dans cette commission, pour étoffer cette commission-là. Et cette commission, comme je l'ai dit tantôt, travaille d'abord pour la caractérisation et l'homologation du LADOUM. Et une fois que ce travail est fait, cette commission va s'adonner à créer un centre, un centre quand même de transfert d'embryons. Parce qu'on est sur ce projet-là, on est en train de voir dans quelle mesure on peut tirer les spermes des LADOUM pour en faire des embryons en vue de pouvoir les inséminer ou les transférer vers même les races locales. Donc ça c'est en gestation et je pense que ça fait partie des projets du futur. Peut-être que dans 3-4 ans, on y arrivera. Il y a le problème de moyens qui se posent. On n'a pas suffisamment de laboratoires, on n'a pas suffisamment vraiment de moyens pour que ce sujet-là soit exactement aujourd'hui mis sur la table et exploité. Mais c'est en cours c'est un projet, c'est à l'état de projet. Je pense que bientôt, ça va se faire. Bon, c'est une préoccupation majeure des acteurs. Maintenant, le problème, c'est que les approches et les visions sont différentes des uns et des autres. Il faut savoir aussi qu'il y a un énorme problème au niveau de nous, les éleveurs LADOUM, parce que nous sommes quand même une classe assez hétérogène en termes de vision et d'approche. Voilà. Déjà, nous n'avons pas les mêmes pratiques d'élevage, nous n'avons pas les mêmes conduites d'élevage. Nos vétérinaires aussi sont là uniquement pour nous accompagner d'un point de vue sanitaire et médical. Bon, ce qui fait qu'aujourd'hui, la standardisation de la race, elle va être assez difficile parce qu'on n'a pas encore un consensus sur à quelle étape se trouve la démarche d'amélioration du LADOUM. On ne sait pas à quelle étape nous nous trouvons. Et parmi les éleveurs LADOUM, certains n'ont pas la même notion, n'ont pas la même conception, n'ont pas la même approche, n'ont pas la même définition de ce que c'est le LADOUM. Voilà. Ce qui fait qu'on est dans un environnement un peu désordonné et dans lequel chacun comprend, interprète et pratique les choses selon son niveau d'entendement et de compréhension. Donc tout ça fait un peu désordre et je pense qu'il y a lieu que les autorités et les scientifiques, n'est-ce pas, puissent s'accorder sur un certain nombre de fondamentaux qui permettent d'inscrire le travail, n'est-ce pas, le travail de tous les éleveurs dans une certaine perspective d'homogénéité, de manière à arriver à un objectif commun. Voilà. Mais pour ça, je pense qu'il est temps, en tout cas pour le ministère de l'Élevage, de convoquer les assises du LADOUM. Je dirais peut-être dans les 10 prochaines années, c'est de faire de telle sorte que le LADOUM soit une race, le LADOUM qui sert aujourd'hui de semence qui peut améliorer les différentes races locales déjà existantes, cette race LADOUM-là soit homologuée, soit reconnue. Donc on puisse d'abord la caractériser et ensuite qu'on puisse catégoriser cette race en différents types de LADOUM et après qu'on puisse, après la catégorisation et la caractérisation, qu'on puisse homologuer cette race-là, donc que l'État reconnaisse cette race-là. Et à partir de ce moment-là, on aura un standard, le LADOUM standard qui est homologué. Et à partir de ce moment-là, on a notre label LADOUM qu'on peut aller vendre à l'étranger. Ça c'est les objectifs d'ici les 5-10 ans à venir. L'autre objectif, c'est d'exporter à outrance au niveau du Maghreb, au niveau de l'Europe, même de l'Amérique du Sud. Parce qu'on se rend compte qu'un sujet comme le LADOUM, on n'en voit pas nulle part ailleurs. Du point de vue des mensurations, la hauteur des LADOUM, la longueur des LADOUM, on ne voit ça nulle part ailleurs dans le monde. Donc l'objectif, c'est de d'exporter ces sujets-là et ça nous permettra, nous, éleveurs locaux, d'améliorer notre cadre de vie et de trouver de nouveaux marchés. Face au principal frein du secteur, qui est le vol du bétail, le gouvernement a réitéré sa volonté de mettre en place des sanctions fermes lors de la journée de l'élevage à Kolda en décembre 2017. Il me plaît de rappeler les mesures prises par le gouvernement sur mes instructions
en vue de durcir la répression à travers la loi du 22 mai 2017 modifiant le code pénal et qui exclut désormais le sursis et élève la peine d'amende jusqu'au quintuple de la valeur du bétail objet volé. Moi, personnellement, je pense que c'est de bonnes mesures. Maintenant, il faut les appliquer. Parce que, bon, l'année dernière, il y avait l'Assemblée nationale avait voté une loi sur le vol de bétail. Une loi qui disait que, voilà, tout individu ayant commis un vol de bétail est passible de 5 à 10 ans de prison. Mais là, il y avait un problème. Le problème, c'est que qui était considéré, quel individu, quel voleur est considéré comme voleur du bétail et qui n'est pas considéré comme voleur du bétail. Si aujourd'hui, même si avec toutes les lois et qu'on n'arrive pas à arrêter ces voleurs, ça devient vraiment un défi à relever et ça, c'est n'y a que l'État. Donc les éleveurs n'ont pas les moyens parce qu'en mettant des mesures de sécurité, des sonorisations, des vidéos, surveillance, tout ça. Aujourd'hui, les voleurs sont intelligents. Ils viennent, ils détruisent tout, après ils font leur boulot. Donc c'est à l'État de nous aider. Je ne dis pas seulement les éleveurs de la Doum, non. L'élevage en tant que tel. Je pense qu'avec le développement des fermes, avec le développement des exploitations, comme dans le tourisme, où il y a une police touristique, je pense que l'État doit créer une police pour le secteur agricole et le secteur de l'élevage. Une police qui soit plus ancrée, présente au niveau de l'intérieur du pays, dans les zones d'élevage, parce que ce soit à Daara Djolof, que ce soit à Saint-Louis, avec le bétail qui rentre dans les champs, tout ça constitue un certain nombre de problèmes que l'État devrait prendre en compte. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des avancées sur l'aggravation des sanctions pénales au niveau du vol de bétail, mais encore une fois, je dis que l'aspect sécuritaire est beaucoup plus large que ça. Et donc ça ne concerne pas uniquement l'élevage, mais ça concerne également l'agriculture, parce que chaque jour dans la vallée, ici à Saint-Louis, on constate que les troupeaux sont entrés dans les champs pour manger les cultures. Et ça aussi, ça fait partie de la protection de l'élevage. Voilà. Donc je pense que l'élevage, je pense que les politiques devront de plus en plus réfléchir sur des méthodes beaucoup plus larges, n'est-ce pas, contre la prévention des vols de bétail, n'est-ce pas, et surtout contre le fait que certains troupeaux vont dans les champs des uns des autres pour effectivement piller ou bien manger les récoltes. Voilà. Pour l'élevage Ladoum, il commence à y avoir quand même pas mal de femmes. Hein. Vraiment, moi j'en connais quelques-unes. Elles sont battantes. Je pense que elles font partie aujourd'hui de la crème de l'élevage, hein, les femmes qui sont dans ce milieu. J'encourage ici les femmes à venir investir, à venir découvrir vraiment notre monde, parce que c'est quelque chose de très passionnant. Et au Sénégal, quand même, c'est en bonne voie. Pour dire, ouais, c'est en bonne voie. Il y a de plus en plus de femmes dans ce milieu et vraiment elles sont vaillantes. Les femmes en élevage se sont engagées à cultiver le fourrage, mais à mettre en place les boutiques pastorales pour l'alimentation supplémentaire de ces sujets-là. Et les projets qui sont dans les zones d'intervention de l'élevage sont en train de nous accompagner. Je vous ai dit cela tantôt, que le PASA, le MACAP, le PAFA, le ministère de l'élevage, les partenaires AIFER, Yadjendi, ya CERFLA, ya AVSF, ils sont en train de nous accompagner aujourd'hui pour créer des bergeries au niveau de toutes les communes qui ont tendance à développer
l'élevage d'ovins dans les terroirs. Donc aujourd'hui, nous avons un programme très ambitieux qui va nous permettre non seulement d'assurer la sécurité alimentaire, non seulement de créer des emplois, mais contribuer à l'autonomisation des femmes rurales qui sont les femmes les plus démunies du Sénégal et qui sont des femmes engagées à développer des activités génératrices de revenus, à créer de la richesse, mais surtout à lutter contre la pauvreté en milieu pastoral. Maintenant, les femmes, aujourd'hui, il n'y en avait pas, au début il n'y en avait pas beaucoup, mais de plus en plus, les femmes sont impliquées dans cet élevage-là parce que certains ont jugé l'opportunité de s'impliquer parce que c'était un moyen de se rapprocher davantage aussi de leur mari qui était tout le temps avec les moutons. Et c'était un moyen aussi de se rapprocher davantage, donc ce qui a fait qu'aujourd'hui elles se sont impliquées. En tout cas, on espère avoir une bonne parité. Il y a beaucoup d'hommes, c'est plutôt un métier masculin et tout, mais on espère avoir une bonne parité. L'élevage ne peut pas aller sans l'agriculture. L'agriculture ne peut pas aller sans l'élevage. Et ce que les Occidentaux ont compris, c'est que pour avoir un élevage performant, il faut d'abord résoudre la question agricole. Puisque c'est une chaîne. Et que vous ne pouvez pas développer l'élevage si vous n'avez pas une capacité fourragère capable de couvrir votre besoin d'intensification. Donc ce qui fait que nous, ce qui nous retarde, c'est nos méthodes séculaires, comme je l'ai dit, et ces méthodes-là sont traditionnelles. Voilà. La transhumance est quelque chose qui est propre à notre identité culturelle, à notre identité nationale. C'est quelque chose qui fait partie de notre patrimoine immatériel, n'est-ce pas, en termes d'approche et de rapport aux animaux, en termes d'élevage, et c'est ça qu'il va falloir transformer. Et pour le transformer, il va falloir que nous adoptions des méthodes et des techniques d'élevage qui puissent répondre, n'est-ce pas, au développement démographique et aux besoins des populations concernant la viande et autre chose. Voilà. On peut pas faire, l'élevage ne peut pas, surtout la production de viande, ne peut pas être rentable tant qu'on ne produit pas ce que nous-mêmes, quand on ne cultive pas ce que les bêtes consomment. Hein. Donc on est obligé de s'adonner à la culture fourragère. Donc pour ça, pour avoir un endroit, il n'y a que les fermes qui peuvent abriter des enclos et en même temps la culture fourragère. Les petites bergeries dont on dispose ne peuvent pas abriter ce type de ferme. Et on a peur d'aller vers les fermes à cause du vol de bétail. Le coût de production est cher, l'alimentation est chère. Maintenant, quelles sont les mesures, qu'est-ce qui pourrait être les solutions pour baisser cela? C'est peut-être à travers les associations, à travers les regroupements d'éleveurs, donc essayer de travailler en collaboration avec des regroupements d'agriculteurs, donc qui cultiveraient directement, donc pour nous, les besoins en fans d'arachide. Et aujourd'hui aussi en termes de quantité d'éleveurs, si on, par exemple au niveau de certaines associations, on peut aujourd'hui réfléchir dès à présent à pouvoir soit renforcer notre partenariat avec certaines minoteries pour avoir l'aliment plus cher, ou bien pourquoi pas réfléchir sur aujourd'hui mettre en place notre propre minoterie dans la mesure où c'est nous-mêmes qui disposons de la matière première, c'est nous-mêmes qui disposons des animaux et c'est nous-mêmes à notre niveau qui pouvons aujourd'hui évaluer et tester les différents besoins de nos sujets et essayer de les mettre en place dans cet aliment-là. C'est deux secteurs qui ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. Mais on tend à faire ça bientôt, Inch'Allah. En ce qu'il en est de la bergerie Baraka, c'est prévu. Bientôt, on est en train de prévoir des installations qui vont nous permettre de faire les deux en même temps. Ouais. Les éleveurs du Sénégal n'ont pas l'habitude de
de cultiver. Donc la culture fourragère est presque inexistante. Rares sont les bergeries ou fermes qui s'y adonnent. Maintenant, on voit de plus en plus certaines fermes laitières quand même le faire, mais ce n'est pas la majorité. Et ça pose problème. C'est quelque chose qui est inacceptable. Il faut que vraiment les gens aient l'habitude de cultiver ce dont ils ont besoin pour alimenter leur bête. Le débat sur la surenchère des bêtes, les nombreux cas de vol et le prix d'aliments ne cessent de croître, mais n'arrivent toujours pas à faire reculer les passionnés face à cette pratique qui porte sur ses épaules beaucoup d'espoir, mais aussi plusieurs défis à relever dans le secteur agropastoral sénégalais. Maintenant, c'est aux éleveurs de s'organiser, de mieux s'organiser. En faisant quoi? En formalisant leur bergerie et leur ferme. Bon nombre d'éleveurs ici ne sont pas formels. On voit une grande ferme, on peut dire oui, ferme La Bourgeoise, c'est une ferme qui peut avoir 100 bêtes, alors qu'ils n'ont même pas un registre de commerce. Ils n'ont même pas un compte bancaire. Ça, c'est aberrant. Donc il faut qu'on apprenne à se formaliser. Il faut que les bergeries s'organisent et se formalisent en entreprise, ouvrent des comptes bancaires, fassent rouler de l'argent dans les comptes pour bénéficier de financement, et essayer de nouer des partenariats avec les fermes étrangères, les organisations étrangères. Avec ça, on peut avoir facilement le visa pour aller visiter les fermes étrangères ou les foires internationales. Donc c'est comme ça, il faut qu'on sache se prendre en charge nous-mêmes. Moi, ce que j'inculque aux éleveurs, c'est qu'on apprenne à se débrouiller seul. On apprenne à se débrouiller seul. L'État ne fait que compléter. Les bailleurs ne font que compléter ou nous faciliter la tâche. Mais c'est à nous-mêmes de nous débrouiller. Il est temps, en tout cas pour le ministère de l'Élevage, de convoquer les assises du Ladoum. Personnellement, je pense qu'il est temps de convoquer les assises du Ladoum. Parce que le Ladoum aujourd'hui, nous avons des spécimens qui font partie des moutons les plus lourds dans le monde. Je ne parle pas au Sénégal, je ne parle pas en Afrique, mais dans le monde. Nous avons aujourd'hui des spécimens capables de compétir avec les meilleurs spécimens dans d'autres pays. Ce qui veut dire que ce travail d'amélioration-là est arrivé à un stade où, de manière inévitable, on doit se convoquer, on doit se rencontrer, on doit bâtir ensemble une stratégie nationale et internationale pour exporter notre Ladoum. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez des moutons qui vous font plus de 150 kg, bon, même si la filière n'est pas organisée au Sénégal, ça peut intéresser d'autres pays. Sen Agriculture, vraiment, je les remercie beaucoup déjà de faire ce reportage, de s'intéresser à notre activité qui est l'élevage de moutons, donc qui constitue aujourd'hui une passion pour nous très très importante. Mais aussi je les félicite donc, de cette initiative, mais aussi de l'initiative, donc de tout ce qu'ils entreprennent donc, dans le développement de l'agriculture et de l'élevage. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui est très très important parce que derrière le développement d'un pays, d'un continent, il faut le développement de l'agriculture et de l'élevage. Et ce que vous faites donc, contribue grandement au développement de ces deux secteurs et on vous y encourage et on vous y félicite. Personnellement,
Moi, c'est un site que je suis souvent les différentes publications et je vous encourage vraiment donc, pour la suite, donc, pour tout ce que vous entreprenez. Et vraiment, c'est l'élevage, c'est l'agriculture qui va réussir, donc c'est le Sénégal qui va gagner. En voyant que votre slogan c'est saine agriculture, c'est motivant. Ça prouve que vous pensez à l'agriculture et que c'est un métier. C'est un métier. L'élevage, l'agriculture, la pêche, c'est un métier. Au Sénégal, dès que vous parlez de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, on pense qu'à la pauvreté. Que c'est pas rentable, c'est pas un métier. Donc ça, c'est un monde où on doit aujourd'hui changer ce comportement-là et avoir des ambitions. On n'a pas besoin, pour moi, de quitter ton pays, aller dans un autre pays pour faire de l'agriculture et tu ne crois pas à l'agriculture là où tu es. C'est-à-dire être un Sénégalais, tu ne crois pas à l'agriculture, tu quittes le Sénégal pour aller en Italie ou bien en Espagne et tu fais de l'agriculture. Beaucoup de jeunes, la plupart, c'est dans les champs qu'ils travaillent. Quand tu pars à l'extérieur. Et au Sénégal, ils refusent de le faire. Un problème de complexe. Maintenant, nous vous appelons, vous, la presse, l'État, le peuple sénégalais, l'État, c'est nous, qu'on tire de l'avant et qu'on passe l'information pour que nos jeunes, nos frères, nos sœurs sachent que l'agriculture, l'élevage et la pêche, c'est un métier. Et que maintenant, de plus en plus qu'on aille de l'avant, on se rapproche. Et que l'État formalise tout. Il n'y a que ce moyen-là qui pourra vraiment tirer aux jeunes de l'avant, qu'ils sachent que vraiment c'est un métier. Donc nous, on a déjà fait notre rôle, une partie, mais il y a beaucoup de choses à faire aussi. Il y a du travail. Et là, c'est la presse, c'est l'État, c'est nous, éleveurs, et le peuple sénégalais. Ça nous permet quand même de découvrir pas mal de choses, ça permet de nous connaître, ça nous permet aussi de nous exprimer par rapport aux autorités, par rapport à nos bailleurs, par rapport même à nos amis éleveurs. Donc je vous félicite et je vous donne garantie que je suis derrière vous et je vous encourage. Bonne continuation. Une belle initiative, hein, c'est quelque chose, c'est ce genre d'initiative dont nous avons besoin, nous, éleveurs, jeunes éleveurs débutants, pour vraiment être connus, être médiatisés, être exposés. Je pense que c'est une initiative que nous saluons et que nous encourageons. Vraiment. C'est une agriculture faite par nous, pour nous. Ciao, ciao.